Bonjour Patrick Caner. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur du Nord, président du groupe socialiste ici au Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Oriane, bonjour Patrick Caner. Bonjour. On va revenir sur l'information de ces dernières heures. C'est donc l'échec du conclave sur les retraites. Les partenaires sociaux n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Syndicats, patronat. Qui est responsable de l'échec selon vous ? Écoutez, moi, les échos que j'avais eus, y compris pendant ce week-end, auprès des plusieurs autorités, je ne rentre pas dans le détail, permettez-moi de garder un peu cette discrétion, laissaient entendre qu'on était prêt à aboutir. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit ce matin le Premier ministre. Et donc, il y a eu un grain de sable, à un moment donné, ou un caillou. Je ne sais pas qui a mis le grain de sable, qui a mis le caillou, mais moi, je considère que les trois organisations syndicales présentes, la CFDT, la CFTC et la CGC, avaient été très responsables. Vous savez que deux autres syndicats, et non des moindres, le CGT et FO, avaient refusé de rentrer dans le débat, dans la discussion. Qui était irresponsable pour vous ? Alors pour moi, c'est le patronat. Je le dis très concrètement. Responsable, et je dirais pour ne pas dire irresponsable, d'avoir fait capoter cette négociation. Beaucoup d'efforts avaient été engagés par les syndicats de salariés pour aboutir finalement à de la justice. Cette réforme est injuste, la réforme Borne de 2023 est injuste, inutile, contestée par les Français, 85% des Français n'en veulent pas. Et on est sur des enjeux budgétaires qui ne sont pas négligeables, 12-13 milliards d'euros d'ici 2030 de déficit à trouver. Mais si je les ramène aux 666 milliards d'euros de la sécurité sociale, on est, non pas sur un trait de plume, mais on est quand même sur quelque chose d'absorbable politiquement et financièrement pour un pays comme la France qui a malheureusement 3300 milliards de dettes déjà aujourd'hui constatées. Donc, mais quel a été le caillou ? Ça a été quoi le grain de sable ? Écoutez, moi je sais que, notamment la CFDT avec ses partenaires, avait porté plusieurs grands sujets. Une réforme de la réforme sur le droit des femmes salariées, pour permettre de reconnaître que les carrières hachées devaient être compensées d'une manière, je dirais, efficace pour permettre de partir en retraite dans de bonnes conditions. Deuxièmement, la pénibilité. Je vous rappelle qu'en 2017, les ordonnances dites Pénicaud avaient supprimé des critères de pénibilité. Et là, ils étaient remis en selle pour permettre, selon les chiffres, à 4 ou 5 millions de Français exposés aux vibrations, exposés aux postures pénibles, exposés aux charges lourdes, de pouvoir partir plutôt que les 64 ans, en fonction, bien sûr, de leur trimestre cumulé. C'était aussi la décote. La décote, aujourd'hui, vous pouvez partir, quel que soit votre nombre de trimestres, sans décote à 67 ans. Là, il y avait une négociation pour amener à 66,5, voire 66 ans. Donc le caillou, c'est pas les syndicats, c'est ce que vous nous dites. Ah, moi, je le dis clairement. Je pense que les syndicats ont été jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient obtenir. Et donc, manifestement, le MEDEF, est-ce que d'autres interventions sont arrivées un peu plus haut, je n'en sais rien. Mais j'ai senti chez M. Bayrou une grande déception, une grande colère. Parce que ce conclave... Une intervention à 7h du matin du Premier ministre, c'est pas quand même fréquent. C'est pas fréquent. quelque chose de la gravité de la situation politique Bien ou pas ? sûr, et M. Bayrou, en tant que Premier ministre, qui avait initié ce conclave, je vous rappelle que c'est lui qui, en réunissant les partis politiques et les présidents de groupe en décembre dernier, avait dit « mais moi, je fais confiance au dialogue social », ce qui était une avancée déjà en tant que telle, puisque je vous rappelle que la réforme Borne a été imposée au Parlement, 49.3, c'était un élément de brutalisation de la vie politique comme jamais on en a eu depuis de nombreuses années. Et donc M. Bayrou, comme démocrate chrétien, centriste, a dit mais voilà, je fais confiance aux partenaires sociaux pour retrouver une voie du dialogue et surtout une voie de justice sociale. Donc là, il fait bien de continuer les discussions avec les partenaires sociaux. Pour vous, c'est la bonne méthode ? C'est la dernière chance. Je ne sais pas s'il va aboutir, parce que j'ai senti, en écoutant Marie-Lise Léon sur une autre chaîne il y a quelques minutes, j'ai senti une forme de colère, et à juste titre. Marie-Lise Léon a dit on va acter le désaccord. Alors si on acte le désaccord, bien évidemment, ce sera un échec pour tout le monde, mais aussi pour le patronat. Parce que qu'est-ce que cherche le patronat, qui a obtenu beaucoup depuis 2017 sous l'autorité de M. Macron? Le CICE a été transformé en exonération de charges permanente. Il y a eu d'autres mesures fiscales en direction du monde des entrepreneurs, dont acte. Mais là, ce qu'on demandait, c'est de corriger à minima les mesures les plus injustes de cette réforme très injuste
la réforme Borne de 2023. Eh bien, le patronat dit niet. Il dit non, moi c'est d'abord my money back, mon argent qui doit être pris en considération. C'est irresponsable parce que ça signifie que les Français, qui sont les plus exposés, notamment en termes de pénibilité, diront mais finalement ça ne sert à rien tout ça. Et il n'y a plus que la colère dans la rue qui pourrait régler le problème. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'un nouveau mouvement des Gilets jaunes? Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une économie à l'arrêt, d'une économie qui serait fragilisée par des mouvements sociaux? Enfin, on a vu ce que ça avait donné les mouvements sociaux pendant la réforme. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut? Moi, je suis atterré de la position du MEDEF en particulier, mais de tous ceux qui l'entourent, et Patrick Martin, que je pensais capable de... Voilà, le patron du MEDEF, que je pensais capable de comprendre l'intérêt du pays, aujourd'hui résume l'intérêt du pays à l'intérêt des patrons. Ce n'est pas comme ça que je conçois la République sociale. Que voulait M. Bayrou? Sincèrement, je crois. Il faut pas... Enfin, je suis dans l'opposition, chacun le sait bien, M. Bayrou. Mais il a cru sincèrement à ce que le dialogue social puisse aboutir à une solution raisonnable, sachant que la solution sur la mesure d'âge définitive relevait d'une autre période. L'autre période, c'est bien sûr le débat présidentiel en 2027. Ça, on va y venir. Est-ce que vous pointez la responsabilité du patronat? Est-ce que, selon vous, Emmanuel Macron voulait que ce conclave réussisse? Il ne s'est jamais prononcé, réellement. Le conclave, c'est vraiment une affaire personnelle de M. Bayrou. Et nous, dans la négociation que nous avons envoyée à M. Bayrou pour ne pas le censurer, lors de la déclaration de politique générale, ou de ne pas le censurer sur le vote du budget, quand je dis nous, les socialistes, nous avions mis en exergue la question de la réforme de la réforme. Non pas l'abrogation, la réforme de la réforme comme une clé de voûte pour ne pas censurer. Est-ce que ce matin, vous avez le sentiment de vous être fait flouer par François Bayrou? Non, vous savez, c'est plus compliqué que ça. Est-ce que M. Bayrou nous aurait, je dirais, trompé volontairement? Je ne le crois pas. Quand je l'ai vu à la télévision ce matin, j'ai senti un homme blessé. Mais il est Premier ministre. Et donc, il prend maintenant le dossier en main, alors qu'il avait laissé la négociation fonctionner pendant 4 mois. Nous, on avait demandé à ce que la négociation soit la plus courte possible. Elle devait se terminer fin mai, elle se termine mi-juin, et elle se termine de manière négative. Donc, c'est la dernière chance. Est-ce qu'il peut aboutir? Je le souhaite non pas pour lui, non pas pour sa stabilité politique, je le souhaite pour le pays. Parce que ce qui a été demandé par les syndicats était juste. Quand vous dites c'est la dernière chance, ça veut dire que si la réunion avec François Bayrou n'aboutit pas à un accord, il n'y aura pas de débat au Parlement? Vous ne demanderez pas un débat au Parlement? Écoutez, nous demanderons toujours 50-1 avec un vote, éventuellement. Tout est possible. Là, mais vous ne dites pas ce que les partenaires sociaux n'ont pas réussi à faire et il faut le voir au Parlement? Le Parlement a été floué, historiquement, dans la réforme Borne, puisqu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Ça a été voté au Sénat dans les conditions épiques. Mais il y a eu un 49-3, donc une brutalisation de la vie politique et parlementaire à l'Assemblée nationale. Donc les parlementaires députés n'ont pas pu travailler sur la réforme Borne. À partir de là, il ne serait pas anormal que le Parlement se ressaisisse. C'est ce que nous avions demandé aussi. Mais sur quoi? La question, elle sera tranchée peut-être aujourd'hui. Peut-être que le statu quo sera la conclusion de M. Bayrou en disant écoutez, il n'y a pas d'accord, même moi je n'y suis pas parvenu, et donc on applique la réforme Borne. C'est ce qu'il avait dit. Qu'est-ce que vous ferez dans ce cas-là? Mais le statu quo, c'est la censure. Si la statu quo devient la conclusion de cet échec, c'est-à-dire que c'est la réforme Borne, toute la réforme Borne, rien que la réforme Borne, nous avons toujours dit que dans ces cas-là, nous prendrions nos responsabilités. Donc la censure. Mais ce sera un débat qui aura lieu au sein du Parti socialiste, entre les deux groupes, avec l'autorité aussi du Parti socialiste et de son premier secrétaire Olivier Faure. Donc voilà, nous avons des instances... Vous ne pouvez pas censurer, mais est-ce que vous êtes favorable à ce que les députés socialistes censurent François Bayrou? Écoutez, si l'accord négocié en janvier avec des victoires que nous avons obtenues pour que le budget soit moins sévère qu'il n'était prévu initialement, mais nous avons toujours dit, encore une fois, que l'élément essentiel, c'était la remise en question de la réforme de Mme Borne de 2023 sur les retraites. Si rien ne bouge là-dessus, c'est que globalement, la voûte s'écroule
Et dans ces cas-là, eh bien, c'est sûr que la censure reste une hypothèse de plus en plus C'est-à-dire que vous crédible. voterez la censure de la France Insoumise, puisque la France Insoumise a dit qu'il déposerait une motion de censure. Écoutez, la question, c'est le droit de tirage. Vous savez qu'il y a un problème aussi constitutionnel. Le droit de tirage s'arrête au 30 juin. Mais il y a une session extraordinaire, ce qui veut dire qu'il reste encore 11 jours pour que, eh bien, il y ait une censure qui soit déposée. Très honnêtement, est-ce que ce pays, dans le contexte international qui est le nôtre, a besoin d'une nouvelle crise sociale, a besoin d'une nouvelle crise institutionnelle, une nouvelle crise politique? Je ne comprends pas. Moi, vraiment, je vous dis, j'ai utilisé un mot un peu fort, mais je suis atterré par un si petit sens des responsabilités des négociateurs que sont aujourd'hui... Mais alors du coup, est-ce que c'est à François Bayrou de payer? Et est-ce que la censure est forcément la bonne solution? M. Bayrou est celui qui a encore une fois initié cette démarche. Si la démarche échoue, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Vous savez, ce matin, j'entendais même des commentateurs dire « Mais est-ce que M. Bayrou ne va pas démissionner au regard de cela ?» Vous le souhaitez? Moi, je ne souhaite, c'est sa responsabilité. Ouais. Deuxièmement, ce que je veux pour mon pays, c'est de la stabilité politique, c'est de la stabilité sociale, de la stabilité économique, pour que nous puissions avancer. Et avancer pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ces salariés qui sont aujourd'hui le plus exposés. Un dernier mot là-dessus. Est-ce que votre réflexion intègre le risque d'une nouvelle dissolution, puisque nous rentrons dans un nouveau calendrier qui rend possible? Oui, la dissolution est possible à compter du 8 juillet. Alors là, ce serait le feu d'artifice, quoi, une nouvelle dissolution. Mais le président de la République a montré en juin dernier, le soir de l'élection européenne qu'il a perdue, qu'il était capable de tout. Je dis souvent, la Macronie, on la reconnaît parce qu'elle est capable de tout. Écoutez, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Vous le redoutez ou pas? Vous la redoutez, cette décision? Ah, mais vous savez, un président de la République qui, le lendemain de sa décision, dit dans une manifestation officielle à Oradour-sur-Glane, même s'il a contesté ces mots, il a balancé une grenade dans les jambes des partis politiques et maintenant ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont voir. Je suis capable d'entendre tout et d'attendre tout de la part du président de la République. C'est dramatique. On ne joue pas avec les institutions, on ne joue pas avec les grands équilibres sociaux et politiques de notre pays. Autre sujet qui risque de tendre les relations entre les parlementaires et le gouvernement, c'est le budget. Amélie de Montchalin va recevoir les parlementaires. Elle a annoncé dimanche avant le 11 juillet pour bâtir un compromis sur le budget. Est-ce que ce compromis vous paraît possible? Je ne sais pas quelle est la maquette budgétaire. Ce que je sais, c'est qu'on recherche 40 milliards d'économies. Nous disons très clairement, et nous l'avons écrit avec les deux autres groupes de gauche du Sénat, les Verts et les communistes, nous avons écrit que les 40 milliards pouvaient être un objectif, mais que ça devait être un solde. C'est-à-dire, il est hors de question pour nous que ce soit 40 milliards consacrés à des moindres dépenses, consacrés à, finalement, à fragiliser notre modèle social, notre pacte républicain. Le service public ne peut pas être la variable d'ajustement de l'incurie budgétaire des gouvernements successifs depuis 2017. Je vous rappelle quand même qu'en 2017, M. Macron devient président de la République avec un pays qui a atteint quasiment les fameux 3% de déficit. Aujourd'hui, on est à 6% et tout n'est pas explicable par la crise du Covid. À partir de là, nous considérons qu'il faut des ressources nouvelles. Là aussi, c'est des choix... Il veut dire des impôts nouveaux? Ça veut dire que ceux qui ont le plus bénéficié des largesses fiscales depuis 2017 contribuent à l'effort de solidarité. Il n'y aura pas de nation française sans justice fiscale. Nous disons justice fiscale, et nous le dirons jusqu'au bout. Ça veut dire que si on demande des efforts à tous les Français, y compris par des réductions de dépenses publiques, parce que c'est ça, réduire des dépenses publiques, ça signifie des efforts demandés à toutes et à tous. Eh bien, il faut que dans ces toutes et tous, ceux qui sont aujourd'hui les plus favorisés, qui ont le plus bénéficié, qui ont doublé parfois leur richesse en quelques années, eh bien, soient d'abord les premiers contributeurs. Ce n'est pas du symbolique. Et moi j'entends bien Mme de Montchalin qui dit mais je suis en train de travailler sur une taxe qui permette de mettre en contribution, est-ce que c'est une taxe sur le patrimoine, est-ce que c'est une taxe sur le revenu? On n'a pas encore les éléments en la matière, mais si c'est pour amener 1 ou 2 milliards d'euros sur les 40 milliards d'euros, la réponse sera non.
Ce sera non, et donc là aussi, nous prendrons nos responsabilités. Il faut que tout le monde fasse des efforts, mais il faut que ce soit d'abord les plus aisés qui en fassent le plus. On va parler, puisque vous parlez des groupes de gauche, de ce qui se passe à gauche. Hier, Raphaël Glucksmann a présenté sa vision pour la France. Est-ce que c'est une vision que vous partagez ? Oh, vous savez, j'ai soutenu Raphaël Glucksmann aux Européennes et je retrouve dans son programme pour la France des éléments qu'il a défendus, parce que la campagne européenne était aussi une campagne à vision nationale. Donc, la défense de l'Europe et de l'importance de l'Europe, je dirais la vision social-démocrate, même si on peut mettre beaucoup de sens derrière ces deux mots. Et surtout la place de la social-démocratie. Il dit qu'il faut que la gauche social-démocrate arrête de se faire marcher dessus, sous-entendu par la France insoumise. C'est oui, ce que vous auriez pu prononcer. Il est dans ce rapport de force permanent avec la France insoumise. Il a raison. Il a raison de dire que la France insoumise, et je l'ai toujours dit, y compris de nombreuses fois sur le plateau, la France insoumise ne pourra jamais ramener la gauche au pouvoir par ses extrêmes, par la brutalisation, là aussi, du débat public, les excès de langage, les excès de toutes sortes, y compris sur le plan idéologique. Donc à partir de là, Raphaël Glucksmann porte une réponse. J'ai toujours pensé que Raphaël Glucksmann serait dans la solution du retour de la gauche au pouvoir. Et il a montré, avec ses presque 14% aux européennes, qu'il était compris par une grande partie des Français, et notamment de la jeunesse française. Est-ce qu'il est la solution ? Peut-être lui le pense-t-il. Vous le pensez ? Moi, je n'en sais rien à ce stade, vous savez. Il peut incarner, est-ce qu'il peut incarner la gauche ? Est-ce qu'il peut incarner la gauche ? Mais il l'a incarné aux européennes. Oui. Avec un soutien, peut l'incarner à la présidentielle. Avec un soutien effectif des socialistes. Est-ce qu'il faut reproduire le même schéma à la présidentielle ? Ou est-ce que vous dites qu'il faut que ce soit un candidat du PS qui incarne la gauche du PS ? Je suis socialiste, donc je considère que le PS doit avoir son candidat. Étiqueté PS. Étiqueté PS. C'était un des éléments du débat de notre congrès. Et c'est qui ? C'est Olivier Faure, du coup, le mieux placé ? Je ne sais pas quelle sera, je dirais, la procédure de désignation. Nous avons toujours dit qu'il fallait un candidat représentant notre famille politique. Monsieur Glucksmann, à juste le titre, peut dire, mais quand on est dans sa position, on dit, mais moi je suis capable de représenter aussi les socialistes. Je l'ai fait aux européennes. Ce n'est pas tout à fait le même débat, ce n'est pas tout à fait le même enjeu démocratique et politique que représente une élection présidentielle. Donc, d'abord, vous savez, moi je suis un homme pragmatique, d'abord, il y a une échéance qu'il ne faut pas oublier, c'est l'échéance des élections municipales. Préparons-nous déjà fortement pour les échéances municipales. Gardons les villes aux socialistes. Prenons des villes. Il y a des risques, parce qu'il va y avoir des divisions à gauche. Il y a des risques que le PS perde des villes. Ah, mais dans une élection, il y a toujours des risques qu'on perde. Hein, et aussi des risques que l'on gagne. Ça vous inquiète ? Bien sûr que ça m'inquiète. Bien sûr que ça m'inquiète parce que, et nous l'avons dit au Congrès, vous savez que je suis dans la minorité aujourd'hui des partis. Est-ce qu'à Paris, à Lille, dans votre ville, le PS pourrait perdre ? Mais il y a des éléments de fragilité que nous connaissons et qui peuvent aboutir à de mauvais résultats. Donc, comme nous savons poser le diagnostic, il faut trouver la bonne ordonnance qui fasse que ces villes restent à gauche. Et moi, je prendrai toute ma part, là où je suis ou ailleurs, pour porter le message qui fait que les socialistes gardent. C'est quoi la bonne ordonnance ? Est-ce que vous pouvez garder ces villes sans la France insoumise ? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi aujourd'hui la France insoumise en termes d'élus locaux ? On l'a bien vu en 2023 aux élections sénatoriales. Aucun sénateur LFI. Ils avaient présenté des candidats aux sénatoriales dans tous les départements renouvelables. Le résultat, c'est 0. Donc oui, il n'y a pas d'implantation. Et je sais d'ailleurs que pour... Mais il y a des implantations dans certaines villes, notamment à Paris, notamment à Lille. Ils ne peuvent pas vous faire perdre. Mais minoritaires. Ah, mais la force de nuisance d'un parti politique pour faire perdre des socialistes dans un espoir de tapisser de bombes le paysage politique au profit de M. Mélenchon en 2027, je crois que c'est clair. LFI l'a dit, le redit, à Montpellier ou dans d'autres villes. À Lille, vous l'avez évoqué. Donc, je pense que faire tomber des villes de gauche, y compris à droite, pour LFI, peut constituer, non pas une stratégie, mais une tactique électorale pour l'échéance suivante. Eh bien, dans ces cas-là, il faut créer le rapport de force, qui signifie que moi, je ne suis pas favorable à un accord avec LFI. Et d'ailleurs, au congrès du PS, il y a quelques jours à Nancy, nous avions, quand je dis nous, les amis de Nicolas Maillot-Rossignol, d'Hélène Geoffroy ou de Philippe Brun, nous avions demandé à ce que
noir sur blanc, soit écrit le fait qu'il n'y aura plus d'accord, notamment pour les législatives, avec LFI. Ça nous a été refusé malheureusement. Est-ce que ce courant-là restera uni à Olivier Faure ou est-ce qu'il faut s'attendre à une scission du PS à la rentrée notamment? Ah mais moi, il est hors de question que je quitte ma famille politique. J'y suis depuis 50 ans, exactement en 2025. Je ne vais pas quitter la vieille maison. Nicolas Maillard-Rossignol, Hélène Geoffroy ne préparent pas une scission selon vous? Non. La vieille maison, c'est rabougri, il faut le dire. Les fondations sont un peu fragilisées, mais il est hors de question que nous quittions. Et d'ailleurs, personne ne nous le demande, et heureusement. Donc voilà, c'est un parti politique qui est, pour moi en tout cas aujourd'hui, affaibli, mais nous resterons là parce que nous sommes la famille socialiste qui est pour moi la seule capable de pouvoir amener la gauche au pouvoir dans 2 ans aujourd'hui. Quelques mots du reste de l'actualité. Toujours le conflit entre Iran et Israël. Donald Trump annonce cette nuit un cessez-le-feu qui n'est pas confirmé par les 2 parties. Il y aura un débat demain soir à l'Assemblée nationale. Il aura lieu quand au Sénat, ce débat? Mercredi prochain. Il y aura une semaine de décalage, ce qui signifie que dans cette semaine, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer. Voilà, c'est un débat sans vote, ce qu'on appelle un 50-1 dans la Constitution, un débat sans vote. C'est bien que nous l'avons demandé d'ailleurs à l'Assemblée nationale, c'est bien que la représentation nationale à l'Assemblée et au Sénat soit consultée, informée. Le seul problème, c'est que l'information est extrêmement mouvante, chacun l'a bien compris. Vu de votre fenêtre, les États-Unis, et Trump en particulier, ont eu raison d'intervenir en Iran, ou pas? Aujourd'hui, l'Iran, en tout cas les gardiens de la Révolution, et celui qui vous parle, avec tous les autres présidents de groupe, on avait signé une résolution pour classer les gardiens de la Révolution iranienne comme un groupe terroriste. Et je ne regrette pas d'avoir signé cette proposition de résolution ici au Sénat. C'est un régime totalitaire, un régime dangereux pour la région, un régime dangereux pour le monde. Et moi j'espère qu'un jour le peuple iranien trouvera les voies et moyens pour retrouver sa liberté, parce que c'est bien une question de liberté. Donc la réponse est plutôt oui. Alors, attendez, on est en dehors du droit international. Enfin, je veux dire, le droit international a explosé, son jeu de mots est raccourci en la matière depuis le début de ce conflit entre Israël et l'Iran avec l'intervention des Américains. Mais la cause principale, ça a été la volonté clairement affichée du régime iranien d'acquérir la bombe atomique. Il y a des naïfs qui disent « mais non, il n'aurait jamais eu la bombe atomique ». Écoutez, pour du nucléaire civil, il faut enrichir l'uranium à 3 ou 4%. Pour du nucléaire militaire, il faut enrichir l'uranium à 90%. Je ne suis pas un spécialiste. 400 kilos, d'après les spécialistes, étaient déjà enrichis à 60% par des milliers et des milliers de centrifugeuses sur le plan technique. Donc l'Iran, oui, était au bord. Est-ce que c'est 10 jours, 15 jours, 2 mois, je n'en sais rien, mais était au bord d'acquérir la bombe nucléaire, et avec un objectif potentiel de détruire l'État d'Israël. Un dernier mot, Patrick Haner, sur un vote juste qui aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la loi Grémillet, la loi sur le futur énergétique de la France. Grémillet, du nom de ce sénateur LR. Moratoire sur l'éolien, réouverture de Fessenheim. Comment vous qualifiez le texte tel qu'il est aujourd'hui à l'Assemblée? LR et RN ont porté cet amendement, ce moratoire, visant à décaler dans le temps les énergies renouvelables. C'est irresponsable. Vraiment, après d'autres textes, je veux dire, on a aujourd'hui une droite et une extrême droite qui mettent à bas tous les engagements de la France en matière de développement durable. Donc c'est inacceptable, et nous combattrons ces idées rétrogrades, je dirais même réactionnaire par rapport au mix énergétique qui est nécessaire. Nous, socialistes, nous disons qu'il faut de l'énergie nucléaire. On ne peut pas se permettre de partir à la décarbonation sans énergie nucléaire, mais pas dans les conditions qui sont évoquées par la droite. Vraiment, là, je trouve qu'on est dans la surenchère et nous combattrons cette surenchère. Merci beaucoup. Merci Patrick Haner. Merci d'avoir été notre invité. Merci Fabrice. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au Club des Territoires.